Je m'appelle Victor, j'ai 28 ans. Pendant 4 longues et éprouvantes années, j'ai financé l'existence entière de mon père et de ma belle-mère. J'ai payé chaque facture, réparé chaque tuyau qui fuyait, financé leur train de vie somptueux et sacrifié les meilleures années de ma jeunesse, alors même qu'ils me traitaient comme un chien errant qu'ils regrettaient amèrement d'avoir recueilli. Le pire s'est produit par un mardi soir glacial de fin novembre. Je suis rentré chez moi complètement épuisé après un service brutal de 14 heures, pour découvrir la cuisine violemment inondée, des ordures accumulées jusqu'à mes genoux, et mon père me hurlant en plein visage. Il m'a dit que si j'étais si incroyablement intelligent, je devrais payer mes propres factures et dégager de sa maison. Ils ont littéralement éclaté de rire pendant que je faisais mes valises au cœur de la nuit, pensant sincèrement que je reviendrais en rampant dès que la dure réalité du monde réel me frapperait. Mais il y avait une chose monumentale qui allait changer leur vie et qu'ils ignoraient totalement, la maison dans laquelle ils se trouvaient, ce toit même que mon père revendiquait haut et fort comme son royaume souverain, m'appartenait légalement en totalité. Et en ce moment même, alors que mon père fait face à une plainte massive pour fraude et dort sur un matelas taché et bosselé à l'arrière d'un camion de location U-Haul, il me supplie désespérément de lui accorder un pardon qu'il ne recevra absolument jamais. Avant que je ne vous raconte exactement comment j'ai démantelé sa vie entière de manière légale et impitoyable, cliquez sur le bouton « J'aime » si vous pensez que le respect se gagne et ne s'exige pas. Et n'oubliez pas de me dire d'où vous regardez dans les commentaires ci-dessous. Revenons maintenant à la nuit où l'illusion a volé en éclats pour toujours. L'air du nord du Michigan à la fin du mois de novembre a une façon cruelle et impitoyable de transpercer vos vêtements pour vous glacer jusqu'aux os. Mais la température glaciale à l'extérieur n'était absolument rien comparée à l'atmosphère toxique et étouffante qui régnait à l'intérieur de cette maison coloniale à 2 étages. Je venais de terminer le déploiement d'un correctif d'urgence à haut risque sur des serveurs au sein de l'entreprise informatique où je travaillais comme analyste principal en cybersécurité. Mon salaire était objectivement excellent, bien au-dessus de la moyenne pour un homme de mon âge. Si vous regardiez ma fiche de paie, vous penseriez que je menais une vie de confort absolu. Mais vous ne l'auriez jamais deviné en regardant mon compte bancaire désespérément vide ou le manteau d'hiver usé de 3 ans que je portais sur le dos. Chaque dollar supplémentaire que je gagnais servait directement à maintenir à flot notre maison familiale. Le trajet pour rentrer chez moi ce soir-là fut la même transition misérable entre le stress professionnel et l'enfer domestique que j'endurais chaque jour. Je me suis engagé dans notre rue de banlieue tranquille, les pneus usés de ma vieille berline à fort kilométrage crissant sur la chaussée verglacée. J'ai dû me garer dans la rue, risquant une contravention du syndic de copropriété très agressif, car l'allée était occupée. Là, étincelant sous la lueur ambrée et crue du lampadaire, se trouvait un Porsche Macan argenté impeccable. Il appartenait à Sylvia, ma belle-mère. C'était moi qui payais la facture d'eau, d'électricité, de gaz, les taxes foncières et les exorbitantes factures d'épicerie. Mais Sylvia avait réussi par miracle à convaincre mon père qu'elle avait désespérément besoin d'un SUV de luxe allemand pour se rendre à son travail à temps partiel au salaire minimum dans une boutique locale. J'ai remonté l'allée en béton fissuré, mon polo de travail collant à mon dos d'une sueur froide et anxieuse malgré l'air mordant de l'hiver. J'ai déverrouillé la lourde porte d'entrée en chêne, priant désespérément pour trouver au moins une maison calme et paisible. Au lieu de cela, l'odeur écœurante de poubelles pourries, de bière éventée et de moisissures humides m'a frappé instantanément, me coupant le souffle. Je suis entré dans le couloir faiblement éclairé. L'évier de la cuisine débordait activement et violemment. Une eau savonneuse et graisseuse se déversait en cascade sur les plans de travail en faux marbre, s'infiltrant dans les placards en bois et s'accumulant lourdement autour des plinthes du sol en linoléum qui se décollaient. L'immense poubelle dans le coin était une véritable montagne de boîtes de plats à emporter grasses, de croûtes de pizza entamées, de bouteilles de vin vidées, de serviettes froissées qui débordaient sur le sol et flottaient dans l'eau sale. Dans le salon adjacent, l'immense télévision à écran plat, que j'avais achetée pour mon père à Noël dernier, diffusait une émission de télé-réalité de bas étage au volume maximal. Mon père, Richard, était complètement allongé dans son fauteuil en cuir inclinable préféré, sirotant une bière bon marché, totalement indifférent au désastre qui se déroulait à 5 mètres de lui. À côté de lui, sur le canapé en cuir coûteux, se trouvait Sylvia, faisant défiler frénétiquement les pages sur son smartphone dernier cri, ses pieds impeccablement manucurés posés sur la table basse en acajou juste à côté des clés brillantes de sa Porsche. Mon demi-frère Julien, l'enfant chéri absolu de la famille, était à l'étage dans son immense chambre, faisant cracher à fond une musique chargée de basses qui faisait trembler violemment les plafonniers au-dessus de ma tête. J'ai laissé tomber ma lourde sacoche d'ordinateur près de la porte d'entrée. Le bruit sourd ne les a même pas fait scier. Je suis entré directement dans la cuisine,
mes bottes pataugeant dans l'eau. J'ai attrapé une pile de chiffons d'atelier épais sous le comptoir et me suis immédiatement jeté par terre pour éponger les dégâts qui s'étendaient. Mes genoux ont traversé mon jean d'humidité en quelques secondes. L'eau était glaciale et sentait la vieille graisse. Quelqu'un n'aurait-il au moins pu fermer le robinet, ai-je demandé. Ma voix était tendue, crispée, mais calme. J'étais tout simplement trop épuisé mentalement et physiquement pour crier. Je voulais juste aller dormir. Mon père s'est levé si vite que son lourd fauteuil en cuir a basculé vers l'arrière et a percuté le mur en plâtre, y laissant un enfoncement. Il a marché d'un pas lourd dans la cuisine, ses grosses bottes éclaboussant intentionnellement l'eau que j'essayais désespérément d'éponger, se dressant au-dessus de moi comme un nuage d'orage sombre pendant que je frottais le sol. « Ne t'avise pas d'entrer ici en prenant tes grands airs, aboya-t-il, sa voix résonnant vivement sur le carrelage de la cuisine. Tu franchis cette porte avec un air misérable et arrogant sur le visage chaque jour. Tu penses que parce que tu as un diplôme chic, que tu portes une chemise à col et que tu es assis devant un ordinateur toute la journée, tu es meilleur que nous tous? Tu crois que c'est toi qui diriges ici? » Je me suis relevé lentement, les articulations douloureuses après cette longue journée, jetant les serviettes sales et trempées dans l'évier et fermant enfin le robinet. Je me suis tourné vers lui. « Je n'ai pas dit ça, Richard. Je n'ai pas dit un seul mot sur le fait d'être meilleur que quiconque. J'ai simplement demandé pourquoi personne n'avait arrêté l'eau pour éviter de ruiner complètement le sol. Je paie les taxes foncières de cet endroit. Je paie la facture d'eau. J'achète les courses que vous mangez tous les deux chaque jour. Je veux juste une cuisine propre quand je rentre d'un service de 14 heures. Est-ce vraiment trop demandé? » Sylvia ricana bruyamment depuis le salon, sans même prendre la peine de lever les yeux de son écran lumineux. « Oh, et voilà que ça recommence, Richard. Le grand Victor se plaint d'acheter 3 pauvres courses. Tu agis comme si nous t'appartenions. Tu agis comme si tu étais le maître de la maison. C'est pathétique. Tu n'es qu'un gamin. » Mon père s'est approché, envahissant mon espace personnel, son visage prenant cette teinte cramoisie familière et dangereuse. Les veines de son cou se gonflèrent. « Espèce de gamin ingrat et irrespectueux. Tu as une chance inouïe que je te laisse vivre sous mon toit. Mon toit, mes règles. Tu les suis à la lettre ou tu en subiras les graves conséquences. Si tu n'es pas capable de le supporter, la porte est là. D'ailleurs, si tu es si incroyablement intelligent, si tu es un tel génie financier, pourquoi ne paies-tu pas tes propres factures et ne vas-tu pas vivre ailleurs? Dégage de ma vue, j'en ai assez de regarder ta tête. » Je l'ai regardé. Je l'ai vraiment, sincèrement regardé. Pendant les 24 premières années de ma vie, sa colère m'aurait noué l'estomac. Je me serais excusé de manière instinctive et pitoyable. J'aurais nettoyé la cuisine de fond en comble, sorti les poubelles, réparé le trou dans le mur et transféré discrètement $500 de plus sur leur compte joint dès le lendemain matin, simplement pour aplanir les choses et acheter quelques jours d'une paix fragile. Mais là, debout, sentant l'eau glaciale et graisseuse transpercer mes chaussettes, quelque chose au fond de ma poitrine s'est brisé net. Le fil invisible et lourd d'obligations et de culpabilité qui m'avait attaché à cette dynamique toxique s'est tout simplement dissous dans les airs. J'ai regardé son visage rouge de fureur. J'ai regardé la posture désinvolte et pleine de suffisance de Sylvia sur le canapé, et j'ai réalisé avec une clarté absolue et cristalline que je ne ressentais absolument plus rien pour eux. Ni amour, ni peur, juste un vide froid et calculateur. « Très bien, » dis-je d'un ton parfaitement neutre, totalement dénué de la peur et de la soumission dont il se nourrissait activement. Je lui ai tourné le dos, suis sorti de la cuisine, et monté les escaliers et suis entré directement dans ma chambre. J'ai sorti mon grand sac de voyage en toile du placard et j'ai commencé à faire mes affaires. J'agissais avec une efficacité robotique. Je n'ai pas pris les meubles coûteux de la chambre que j'avais achetés avec mon propre salaire. Je n'ai pas pris la télévision. Je n'ai pris que le strict nécessaire, mes vêtements de travail, mon ordinateur portable, mes documents juridiques et une petite boîte en bois verrouillée contenant les seules choses au monde qui comptaient vraiment pour moi, des photographies, des bijoux et des lettres de ma défunte mère. J'entendais mon père hurler depuis le bas des escaliers. Il criait à plein poumon que je serais de retour dès le week-end, pleurant pour avoir un endroit chaud où dormir et le suppliant de me pardonner une fois que j'aurais réalisé à quel point les loyers étaient chers. Sylvia riait, d'un rire aigu et moqueur qui m'écorchait les oreilles. J'ai fermé la fermeture éclair de mon sac, les jeté sur mon épaule et suis descendu. Je suis passé droit devant lui, sans le regarder dans les yeux,
et j'ai franchi la porte d'entrée sans dire un mot. La lourde porte d'entrée s'est refermée derrière moi avec un déclic qui a résonné plus fort qu'un coup de feu dans ce quartier calme et gelé. J'ai démarré ma voiture, mis le chauffage au maximum et suis parti dans la nuit sombre et enneigée. Je me suis arrêté dans un motel bon marché pour séjour prolongé à la périphérie désolée de la ville, j'ai tendu ma carte de crédit au réceptionniste fatigué, j'ai payé une semaine d'avance et j'ai verrouillé la porte de la chambre 114 derrière moi. J'ai posé mon sac, me suis assis sur le bord de ce lit de motel bosselé à motifs floraux en fixant le papier peint qui se décollait, et j'ai pris une profonde inspiration tremblante. Le silence dans la pièce était assourdissant. Pour la toute première fois de toute ma vie d'adulte, l'air semblait pur. Je pensais que le pire était passé. Je pensais que quitter cette maison avait été l'étape la plus difficile de ce voyage. J'avais tellement tort. Pour comprendre pleinement l'ampleur effroyable de la tempête qui était sur le point de s'abattre sur mon père, il faut comprendre le socle de mensonges absolus, d'abus financiers et de manipulations émotionnelles sur lequel il avait bâti toute son existence. La véritable tragédie de notre famille n'a pas commencé ce mardi soir glacial dans la cuisine inondée. Elle avait commencé exactement 10 ans plus tôt, debout devant un cercueil lors d'un enterrement. Ma mère, Elena, était le ciment qui maintenait tout notre univers chaotique uni. Lorsqu'elle est décédée d'une maladie foudroyante et agressive alors que je n'avais que 18 ans, la lumière de notre maison est morte définitivement avec elle. C'était une femme brillante, discrète et incroyablement résiliente qui voyait clair dans les vantardises incessantes de mon père, son arrogance écrasante et ses insécurités pathétiques et profondes. Elle était comptable de métier. Elle gérait les finances familiales d'une main de fer, entretenait méticuleusement la propriété et me protégeait du tempérament autoritaire et dominateur de mon père. Quand elle est morte, j'ai eu l'impression que toute la gravité de mon monde avait disparu, me laissant flotter dans un cauchemar sombre et sans fin. Les funérailles furent un tourbillon cauchemardesque de costumes noirs, de plats froids bas de gamme et de fausses compassions de la part de proches qui n'étaient venus que pour la nourriture gratuite. Mon père a joué le veuf éploré à la perfection devant les caméras et la famille élargie, s'essuyant des yeux secs avec un mouchoir et répétant à quel point il était perdu. Mais le profond chagrin qu'il affichait n'a pas duré longtemps. En l'espace d'une seule petite année après sa disparition, Richard a épousé Sylvia. Sylvia était une femme qui exigeait le train de vie fastueux d'une millionnaire avec le maigre budget d'un chef de rayon de magasin de bricolage. Elle s'est installée, a immédiatement jeté la magnifique décoration vintage de ma mère, a redécoré la maison avec des meubles en miroir bon marché et tape à accent grave-l'œil, et a commencé à me traiter moins comme un fils que comme un employé de maison. Peu de temps après, ils ont eu un enfant ensemble, Julien. Dès la seconde exacte où Julien est né, la dynamique dans la maison a changé de manière définitive et brutale. Julien était l'enfant chéri absolu, le bébé miracle qui ne pouvait absolument rien faire de mal. Je suis devenu la babysitter attitrée, la femme de ménage non rémunérée, le bouc émissaire désigné pour chaque désagrément mineur, et finalement la principale source de revenus de tout le foyer. Mon père a perdu son poste de direction quand j'avais 22 ans à la suite d'une dispute explosive avec son directeur régional. Au lieu de mettre à jour son CV et de chercher un nouvel emploi comme un adulte responsable, il s'est simplement déclaré officiellement à la retraite. Sylvia travaillait à temps partiel dans une boutique haut de gamme, mais son salaire passait entièrement dans ses sacs à main de créateur, ses coûteux rendez-vous hebdomadaires au salon de coiffure et le maintien des apparences avec ses amis riches et superficiels au country club, dont il n'avait absolument pas les moyens de payer les cotisations. Ils n'avaient aucune épargne. Leur plan de retraite, leur fonds d'épargne, leur filet de sécurité, c'était moi, et moi seul. Dès que j'ai obtenu mon diplôme et décroché mon premier véritable emploi salarié dans le secteur de la tech, les demandes ont commencé. Au début, c'était présenté comme de petits services temporaires. Victor, peux-tu payer la facture d'électricité ce mois-ci? Le chèque de l'État a du retard par la poste, ou, Victor, peux-tu faire les courses de la semaine chez Walmart? C'est un peu juste pour nous en ce moment. Mais la situation a dégénéré à une vitesse terrifiante. En l'espace d'un an, j'ai totalement pris en charge les factures de services publics. J'ai mis en place des prélèvements automatiques depuis mon compte courant personnel pour l'eau, l'Internet au débit, le chauffage au gaz et l'électricité. Quand les lourdes taxes foncières sont arrivées à échéance et que mon père a prétendu qu'il était complètement fauché et menacé de saisie imminente, j'ai vidé mes maigres économies pour les payer, désespéré de sauver la maison que ma mère aimait tant. Et pendant que je portais des chaussures avec de véritables trous dans les semelles, que je sautais des déjeuners et que je mangeais des nouilles instantanées bon marché et pleines de sel dans la salle de pause de l'entreprise pour économiser chaque centime.
Sylvia a décidé qu'elle avait désespérément besoin d'une montée en gamme. C'est le jour où je suis rentré d'un service épuisant pour trouver le Porsche Macan argenté trônant fièrement dans notre allée fissurée. J'ai confronté mon père à ce sujet dans le garage. Il était en train de lustrer nonchalamment ses vieux clubs de golf de valeur. Tu m'as dit hier que tu ne pouvais pas payer les fournitures scolaires de base de Julien, et maintenant il y a une voiture de luxe dans l'allée, ai-je demandé, ma voix tremblant d'une colère violemment réprimée. Il n'a même pas eu l'air embarrassé. Il n'a même pas scié. Il a simplement essuyé une tache de graisse sur ses mains avec un chiffon sale et m'a lancé un regard noir plein de mépris absolu. Sylvia mérite quelque chose de bien pour supporter cette famille stressante. Le financement était une affaire en or. Ne remets pas en cause mes décisions financières, Victor. Tu n'as aucune idée de la façon dont fonctionne le monde réel. Tu restes assis derrière un écran d'ordinateur toute la journée à taper sur un clavier. J'ai ravalé la rage brûlante qui montait dans ma gorge. Je savais exactement comment fonctionnait le monde réel, parce que j'étais le seul à payer pour ces délires. J'ai découvert plus tard que le fonds d'études que ma mère avait méticuleusement ouvert et approvisionné pour moi avait été entièrement vidé par mon père pour rembourser les dettes catastrophiques de cartes de crédit que Sylvia accumulait, avant même que je ne réalise ce qui se passait. À cause de son vol, j'ai dû souscrire d'énormes prêts étudiants abusifs pour terminer mon diplôme de cybersécurité, travaillant la nuit et les week-ends dans un restaurant local simplement pour garder la tête hors de l'eau. Mais je n'étais pas stupide. Ma mère m'avait élevé pour être incroyablement observateur, prudent et absolument toujours paré au pire des scénarios. Quelques années avant l'incident de la Porsche, lorsque Sylvia m'avait ordonné de nettoyer le grenier étouffant et poussiéreux pour faire de la place à la montagne de jouets délaissés par Julien, j'ai fait une découverte qui a changé toute la trajectoire de ma vie. Caché profondément derrière une vieille isolation en laine de verre rose, recouverte d'une épaisse couche de poussière et de toile d'araignée, se trouvait un lourd coffre-fort ignifugé. Je l'ai immédiatement reconnu comme étant celui de ma mère. La petite clé en laiton était intelligemment scotchée en dessous. Assis sur les planches rugueuses et poussiéreuses du plancher, transpirant à grosses gouttes sous la chaleur estivale, je l'ai ouvert. À l'intérieur, j'ai trouvé une liasse de documents juridiques impeccables et parfaitement conservés que ma mère avait cachés. Parmi eux se trouvait l'acte de propriété officiel de la maison, notarié par le comté, et une copie certifiée conforme et juridiquement contraignante de son testament de dernière volonté. Ma mère avait hérité de la maison de ses propres parents bien avant d'épouser Richard. Elle était légalement, indéniablement et entièrement à elle. Et dans son testament que mon père avait commodément ignoré, dissimulé et jamais déposé auprès du tribunal des successions parce qu'il supposait avec arrogance que tout revenait automatiquement au mari. Elle m'avait explicitement transféré la pleine et entière propriété légale du bien dès mon 18e anniversaire. Elle avait laissé une note manuscrite attachée à l'acte de propriété avec un trombone. Son écriture était élégante mais tremblante, rédigée dans ses derniers jours. Elle disait, « Victor, mon brave garçon. Je sais exactement de quoi ton père est capable lorsqu'il se sent acculé, défié ou fauché. Cette maison est ton sanctuaire. C'est la seule chose de valeur qu'il me reste à te transmettre. Sécurise-la. Protège-toi. Ne le laisse jamais te la prendre. » Je suis resté assis dans ce grenier étouffant et j'ai pleuré en silence pendant 1 heure, faisant à nouveau son deuil, mais également animé par un sentiment nouveau et brûlant de détermination. Ensuite, je me suis mis au travail. J'ai apporté ces documents précieux à un avocat de renom spécialisé dans les successions, nommé Marcus, dès le lendemain matin. Marcus était un requin, affûté, pragmatique, férocement intelligent et absolument impitoyable en matière de droit de la propriété et de litiges successoraux. Discrètement, méthodiquement, nous avons fait passer les formalités par le bureau complexe du greffier du comté. Nous avons payé les arriérés de frais. Nous avons déposé les avis officiels. Comme mon père n'avait jamais pris la peine de vérifier le statut juridique de la propriété depuis des années, complètement aveuglé par son sentiment de toute-puissance, il n'avait absolument aucune idée que la maison m'appartenait légalement et exclusivement depuis 4 ans. Je payais les lourdes taxes foncières en mon nom propre. Je détenais le titre. La maison était à moi. Je ne l'ai jamais mentionné. Je ne m'en suis jamais servi comme d'une arme lors de nos disputes hurlantes. Je l'ai gardé comme mon ultime sécurité de secours. Là dans ma manche, espérant contre toute attente que je n'aurais jamais à lâcher cette bombe. J'ai toléré le manque de respect flagrant, les abus financiers sévères et le dénigrement quotidien constant parce que je croyais bêtement et naïvement que la famille exigeait d'immenses sacrifices.
Je pensais qu'endurer leur cruauté était la chose honorable à faire pour préserver la paix, dans l'intérêt de Julien. Mais debout dans cette chambre de motel déprimante par ce mardi soir glacial, fixant les taches d'eau sur les dalles du plafond, une prise de conscience massive m'a submergé comme un raz-de-marée. Je n'étais pas honorable. J'étais utilisé comme un distributeur automatique de billets sur pattes. J'étais un serviteur sous contrat dans mon propre château. Ils ne m'aimaient pas. Ils aimaient strictement ce que je fournissais. Et dès la seconde où j'ai cessé de fournir, je n'étais plus que des ordures à leurs yeux. Le lendemain matin, je me suis réveillé avec une clarté d'esprit si vive qu'elle m'en faisait presque mal aux yeux. J'ai ouvert mon ordinateur portable, me suis connecté à mon portail bancaire crypté et sécurisé, et j'ai méthodiquement passé en revue chaque paiement automatisé lié à cette maison. J'ai cliqué sur « Annuler » pour l'électricité. J'ai cliqué sur « Annuler » pour l'eau. J'ai cliqué sur « Annuler » pour l'Internet haut débit. J'ai cliqué sur « Annuler » pour le chauffage au gaz. J'ai cliqué sur « Annuler » pour le bouquet de chaînes câblées premium que Sylvia regardait à longueur de journée. J'ai retiré définitivement ma carte de crédit de l'application partagée de livraison de courses. J'ai totalement dissocié mon compte bancaire du fonds d'urgence dans lequel mon père puisait occasionnellement pour ses réparations de voitures imaginaires. J'ai fermé le robinet financier complètement, totalement et définitivement. Puis j'ai enfilé mon costume le plus élégant et je suis parti travailler. J'ai déversé ma colère et mon énergie hyper concentrée dans mon travail. Ma collègue Clara a immédiatement remarqué le changement radical dans mon comportement. Clara était vive, directe et férocement loyale. Quand je lui ai raconté, autour d'un café fort dans la salle de pause, que j'avais enfin fait mes valises et laissé ce champ de ruines toxiques derrière moi, elle a littéralement poussé un cri de joie. Elle m'a aidé à parcourir les annonces, à trouver un complexe d'appartements modernes, calme et décent près du bureau qui avait une vacance soudaine, et a même proposé la camionnette de son mari pour m'aider à déménager le reste de mes affaires. Une fois la poussière retombée, j'ai signé le bail d'un magnifique nouvel appartement. 2 jours plus tard, j'avais un toit solide au-dessus de ma tête, de la bonne nourriture dans mon réfrigérateur que personne n'allait voler au milieu de la nuit, et un silence magnifique et absolu quand je le voulais. J'ai attendu dans le calme. Je savais exactement comment fonctionnaient les cycles de facturation des services publics locaux. Je savais exactement quand les périodes de grâce de 15 jours prendraient fin. Je savais que la tempête arrivait. Et pour la première fois de toute ma vie, c'était moi qui tenais la foudre. Exactement 3 semaines et 2 jours après avoir franchi la porte d'entrée, le premier coup de foudre massif a frappé. Mon téléphone portable a sonné. J'étais confortablement assis à mon bureau dans l'entreprise d'informatique, plongé dans un audit de sécurité complexe et de routine sur nos serveurs principaux. L'identifiant de l'appelant affichait le nom de Richard. Je l'ai fixé. Je l'ai laissé sonner jusqu'à ce qu'il bascule sur la messagerie vocale. 10 minutes plus tard, il a sonné à nouveau. Puis une 3e fois. Enfin, à la 4e tentative, j'ai décroché, placé le téléphone à mon oreille et n'ai absolument rien dit. Victor. La voix de mon père aboya à travers le haut-parleur. Il semblait complètement essoufflé, affolé et furieux, tout à la fois. Qu'est-ce que tu as fait, bon sang? J'ai déménagé, exactement comme tu me l'as explicitement ordonné, Richard, répondis-je, d'une voix d'un calme glacial. Ne joue pas à tes petits jeux pervers avec moi. Le courant est totalement coupé. Toute la maison est plongée dans le noir complet. Il n'y a plus d'internet. Le chauffage est éteint. Et Sylvia fait une crise d'hystérie hurlante dans l'allée parce qu'elle n'arrive pas à ouvrir le portail électrique de sécurité pour sa Porsche. La compagnie d'électricité dit que les comptes ont été fermés par le titulaire du compte. Donne-moi ces maudits identifiants tout de suite pour que je puisse les réactiver. Arrête de faire ton caprice. Je me suis adossé à mon fauteuil de bureau ergonomique, regardant à travers l'immense baille vitrée le ciel gris du Michigan. Le sentiment d'impunité et de supériorité pure et sans mélange dans sa voix était sidérant. J'ai fermé les comptes parce que je ne vis plus là-bas. Tu t'es tenu debout dans une cuisine inondée et tu m'as dit de payer mes propres factures. Alors, je paie les factures de mon nouvel appartement. Tu es un homme adulte. Tu as une femme. Ouvrez vos propres comptes d'électricité et d'eau. Il y eut un silence de mort, lourd et pesant au bout du fil. Je pouvais presque entendre physiquement les rouages tourner dans sa tête alors qu'il réalisait que je ne céderais pas, que le distributeur de billets était définitivement et irrévocablement fermé.
Tu es complètement devenu fou, a-t-il fini par exploser, sa voix se brisant sous la panique. Julien a d'importants devoirs en ligne à rendre ce soir pour ses cours. Toute la nourriture chère dans le congélateur va pourrir d'ici demain matin. Tu vas geler ta propre famille par pure méchanceté. Sylvia est littéralement en train de pleurer dans la cuisine en ce moment même dans le noir. Dis à Sylvia qu'elle peut utiliser les phares de sa Porsche de luxe pour lire un livre, dis-je froidement, ressentant une sombre satisfaction, et Julien peut aller dans un café local pour faire ses devoirs comme tout le monde. Tu voulais que je parte. Je suis parti. Débrouillez-vous. J'ai raccroché. Mon cœur battait contre mes côtes comme un marteau-piqueur, c'était terrifiant et grisant à la fois. Je suis allé directement dans les paramètres de mon téléphone et j'ai bloqué son numéro pour le reste de la journée de travail. Mais les retombées ne faisaient que commencer, et ce que mon père a fait ensuite a prouvé exactement qui il était au fond de lui. Au lieu de prendre ses responsabilités, d'avaler sa fierté et d'ouvrir simplement des comptes à son propre nom, il a tenté de forcer les compagnies de distribution à rétablir le service à mon nom en prétendant frauduleusement qu'il y avait une urgence médicale dans la maison. Mais lorsqu'il a appelé la compagnie d'électricité, il s'est heurté à un mur de briques bureaucratiques infranchissables. Je l'ai découvert plus tard dans l'après-midi, lorsque la compagnie d'électricité m'a envoyé un email de notification haute priorité concernant une tentative d'usurpation de compte. Parce que j'étais l'unique propriétaire légal du bien sur les registres du comté, les compagnies de services publics exigeaient une preuve de propriété, comme un titre de propriété ou un contrat de bail signé valide, pour ouvrir de nouveaux services à cette adresse spécifique. Mon père n'avait ni l'un ni l'autre. Il a essayé de hurler sur les représentants du service client, insistant sur le fait qu'il était le propriétaire, mais les registres fiscaux publics qu'ils ont consultés correspondaient à mon nom, Victor, et non au sien. Ils ont refusé de rallumer le courant. 2 jours plus tard, j'ai reçu un email d'une adresse inconnue. Je l'ai ouvert. C'était Sylvia. La ligne d'objet disait en majuscule, « Tu es en train de détruire cette famille ». L'email était un immense pavé de texte décousu, déséquilibré et truffé de fautes d'orthographe. Elle m'accusait d'être un véritable sociopathe. Elle affirmait que j'étais profondément jaloux du potentiel de Julien et que j'essayais de la punir pour avoir rendu mon père heureux après la mort de ma mère. Mais la partie la plus révélatrice et pathétique était enfouie en plein milieu de son délire frénétique. Elle écrivait, « Ton père me rejette la faute pour les problèmes d'argent. Il me hurle dessus à propos des traites de la voiture. Il ne cesse de parler de divorce si nous perdons la maison parce qu'il n'a plus d'argent liquide. Tu dois régler ça immédiatement et remettre le courant avant qu'il ne me fasse quelque chose de grave. » Elle le jetait instantanément sous le bus pour sauver sa propre peau. Le mariage parfait et aimant se fissurait et s'effondrait complètement sous la pression des véritables responsabilités d'adulte. J'ai transféré l'email directement à mon avocat Marcus, simplement pour conserver une trace écrite solide. Je ne lui ai pas répondu, je les ai laissés s'entretuer dans l'obscurité glaciale. À la fin de la semaine, il s'était procuré un groupe électrogène à essence temporaire et incroyablement bruyant, dont je savais pertinemment qu'il leur coûtait une fortune absolue en carburant chaque jour. Le bruit dérangeait les voisins, ce qui a entraîné de multiples plaintes furieuses auprès des autorités locales et du syndic très strict. Ce dimanche après-midi-là, ma tante Béatrice, la sœur aînée de mon père, a commencé à m'appeler. Béatrice avait toujours été une manipulatrice hors pair. Elle se présentait au monde comme la tante douce et attentionnée qui voulait simplement que tout le monde s'entende bien et qui préparait des biscuits pour Thanksgiving. Mais elle se nourrissait des drames familiaux toxiques et prenait toujours, sans exception, le parti de mon père, encourageant ses pires comportements. « Victor, mon chéri, tout cela est allé beaucoup trop loin, » dit-elle quand j'ai fini par répondre à son appel. Sa voix dégoulinait d'une fausse compassion mielleuse. « Ton père est tellement stressé que sa tension artérielle a explosé. Il dit que tu as piraté ses comptes bancaires et lui as volé de l'argent avant de partir, et que maintenant tu les prives illégalement de chauffage et d'électricité dans la maison. Tu dois venir et t'excuser. La famille, c'est la famille, Victor, nous devons nous pardonner. » J'ai serré le volant de ma voiture jusqu'à ce que mes articulations blanchissent. « Il vous a dit que je lui avais volé de l'argent ? » « Eh bien, il a dit que ses comptes sont complètement vides et que c'était toi qui gérais les ordinateurs, » dit Béatrice en baissant la voix d'un ton conspirateur. « Je sais que tu souffres depuis que ta chère mère est partie, mais le vol est un délit grave, Victor. Tu pourrais aller en prison. Remets simplement le courant, présente tes excuses à Richard et il n'appellera pas la police. » J'ai réussi à le calmer.
Il était en train de fabriquer de toutes pièces un récit mensonger et malveillant. Il essayait activement de ruiner ma réputation professionnelle et personnelle auprès de toute notre famille élargie pour masquer le fait humiliant qu'il était complètement fauché sans mon salaire pour subventionner sa vie. Il me dépeignait comme un criminel pour dissimuler sa propre incompétence colossale. Tante Béatrice, dis-je, en gardant une voix dangereusement basse et posée. Je n'ai pas volé un seul centime à cet homme. J'ai simplement cessé de payer ses factures avec mon salaire durement gagné. C'est la vérité absolue. Si vous choisissez de croire ces mensonges pitoyables, ne rappelez plus jamais ce numéro. J'ai mis fin à l'appel et bloqué son numéro immédiatement. La trahison m'a profondément blessé. Pas de la part de Béatrice, je m'y attendais de sa part, mais par la prise de conscience de la mesure dans laquelle mon père était prêt à aller pour maintenir sa façade de contrôle absolu. Il était parfaitement prêt à détruire ma réputation de manière permanente, à risquer ma carrière dans la cybersécurité simplement pour sauver la face. Je suis rentré directement chez moi dans mon appartement, j'ai ouvert mon ordinateur portable et je suis entré en guerre. J'ai rassemblé chaque relevé bancaire des 4 dernières années douloureuses. J'ai surligné chaque transfert vers son compte, chaque paiement de facture, chaque plein de courses colossales et les reçus exorbitants des taxes foncières. Je les ai organisés dans un fichier PDF principal, massif et irréfutable. Je n'allais plus le laisser contrôler le récit. J'ai appelé les agences d'évaluation du crédit, verrouillé mon dossier de crédit, placé des alertes de fraude renforcées sur mon numéro de sécurité sociale et officiellement bloqué toutes les voies concevables qu'il aurait pu utiliser pour usurper mon identité ou contracter des prêts en mon nom. La tempête faisait maintenant rage, mais je n'étais plus le gamin effrayé et soumis qui nettoyait une cuisine inondée. J'étais l'architecte de ma propre défense, et je bâtissais une forteresse imprenable. Le mois suivant fut une véritable démonstration de guerre psychologique. Je me suis installé dans mon nouvel appartement, je l'ai décoré exactement comme je le voulais et minimaliste, propre, incroyablement calme et je me suis concentré intensément sur ma carrière. L'absence totale de hurlements constants, de manipulation émotionnelle et d'angoisse financière paralysante m'a permis d'atteindre un niveau de performance au travail que je n'avais jamais connu auparavant. Mon patron, un directeur strict mais incroyablement juste, a immédiatement remarqué mon rendement considérablement accru et ma concentration à toute épreuve. En l'espace de 6 semaines après avoir quitté cette maison cauchemardesque, j'ai obtenu une promotion majeure au poste d'architecte senior en cybersécurité. Mon salaire a bondi de manière significative, m'offrant un niveau de véritable liberté financière que je n'avais jamais expérimenté. Je me suis acheté de nouveaux vêtements. J'ai commencé à bien manger. Je construisais enfin une vraie vie pour moi-même. Mais le silence absolu de mon père n'a jamais signifié une reddition. Cela signifiait simplement qu'il complotait son prochain coup désespéré dans l'ombre. J'ai découvert l'horrible vérité par la source la plus inattendue qui soit. Mon cousin Félix, le fils de Béatrice, m'a envoyé un SMS de nulle part par un jeudi soir pluvieux pour me proposer d'aller boire une bière. Félix et moi étions incroyablement proches quand nous étions enfants, à construire des cabanes dans les bois et à jouer aux jeux vidéo jusqu'à l'aube. Mais nous nous étions beaucoup éloignés à mesure que la toxicité familiale s'était aggravée et que sa mère avait empoisonné les relations. J'ai accepté de le rencontrer, pensant qu'il serait bon de renouer avec un membre de la famille qui n'était pas actuellement en train de m'accuser de vol qualifié. Nous nous sommes retrouvés dans un bar sportif local du centre-ville, faiblement éclairé. Félix semblait incroyablement nerveux, transpirant légèrement malgré la climatisation fraîche, décollant nerveusement l'étiquette en papier de sa bouteille de bière et tripotant constamment son sous-verre en carton. Après 2 bières entières, il a finalement craqué sous le poids de sa propre culpabilité. « Écoute, Victor, je dois te dire quelque chose, et tu vas être absolument furieux, » dit Félix, évitant totalement le contact visuel et fixant intensément la table collante. « Ton père est venu chez nous hier soir. Il a bu énormément avec ma mère. Il m'a coincé dans la cuisine et m'a forcé à lui donner ta nouvelle adresse. Je sais où tu travailles et j'ai laissé échapper où se trouve ton nouvel appartement. Je suis tellement désolé, mec. Il m'a acculé et ne voulait pas me laisser partir tant que je ne lui avais pas dit. Il avait l'air fou. Je l'ai regardé, le bruit assourdissant du bar sportif s'estompant pour devenir un grondement sourd et lointain. La trahison me piqua, mais j'ai agressivement mis l'émotion de côté. La logique et la préservation de soi devaient immédiatement reprendre les commandes. Qu'est-ce qu'il compte faire avec mon adresse, Félix? Dis-le-moi tout de suite. Tout. Félix déglutit difficilement, l'air sincèrement terrifié. Il essaie de vendre la maison,
Victor. Il a dit qu'il avait trouvé un agent immobilier véreux prêt à conclure la vente rapidement contre de l'argent liquide. Il a besoin que tu signes quelque chose, une renonciation ou un acte de cession sans garantie ou un truc du genre. Et il a dit que si tu ne le faisais pas de ton plein gré, il avait un moyen d'y parvenir quand même. De toute façon, il est désespéré. Sylvia menace de le quitter et d'emmener Julien s'il ne trouve pas d'argent liquide rapidement. L'audace pure de la chose me laissa totalement sans voix pendant une fraction de seconde. Il essayait activement de vendre une maison dont il n'était pas légalement propriétaire pour empocher une somme colossale en liquide et probablement s'enfuir avec Sylvia, laissant son enfant chéri bien-aimé, Julien, sans rien du tout en volant mon héritage. Je me suis levé brusquement, laissant un billet de $20 neuf sur la table. Je suis sorti du bar sans dire un autre mot à Félix, je suis monté dans ma voiture et j'ai immédiatement appelé Marcus, mon avocat. Je lui ai expliqué toute la situation chaotique assis dans ma voiture sur le parking, le moteur tournant au ralenti et les essuie-glaces chassant la pluie. Il ne peut pas légalement vendre la propriété sans ta signature notariée sur les documents de vente, Victor, affirma posément Marcus, d'une voix calme et profondément professionnelle. La société de titre de propriété le signalerait immédiatement lors de la recherche obligatoire des actes. C'est juridiquement impossible. Sauf s'il falsifie ma signature, ai-je rétorqué, mon esprit passant en revue toutes les possibilités. Il a des boîtes de vieux documents avec ma signature dessus dans le sous-sol. Il connaît des gens corrompus dans cette ville. S'il trouve un notaire véreux ou un agent immobilier désespéré qui a faim de commission, pourrait-il entamer la procédure et bloquer le titre dans un litige juridique? Marcus marqua une pause, la gravité de la situation s'imposant au téléphone. Ce serait une fraude immobilière flagrante, Victor. Un crime fédéral majeur. Mais oui, il pourrait essayer de mettre le bien en vente, falsifier une signature sur un mandat de vente, et trouver un acheteur pour te forcer la main ou essayer de faire passer cela devant un greffier négligent. Nous devons découvrir exactement qui est cet agent immobilier. Il ne nous fallut pas longtemps pour le savoir. Exactement 2 jours plus tard, mon père s'est présenté à mon complexe d'appartements sans y avoir été invité. Je travaillais depuis chez moi lorsque j'ai vu sa vieille berline cabossée se garer agressivement sur le parking. Je l'ai regardé à travers ma fenêtre traverser la chaussée à grands pas. Il avait une mine affreuse. Ses vêtements étaient profondément froissés, ses cheveux en bataille, et la posture arrogante et puissante qu'il arborait habituellement était totalement remplacée par l'énergie désespérée, frénétique et chaotique d'un animal acculé. Je n'ai pas ouvert la porte. Je me suis approché et je l'ai regardé à travers le Judas alors qu'il commençait à frapper violemment de son poing lourd contre le bois. « Victor, ouvre cette fichue porte tout de suite », cria-t-il, sa voix résonnant fortement dans le couloir calme et moquetté de l'immeuble. « Je sais que tu es là-dedans. Ta voiture est dehors. Tu dois signer ces papiers immédiatement. La banque va prendre la maison si nous ne la vendons pas. Tu es en train de détruire nos vies. » Il mentait ouvertement et de façon flagrante. La maison était totalement remboursée. Il n'y avait absolument aucun prêt hypothécaire. Il voulait simplement la valeur en espèces du bien pour financer son mariage en perdition. J'ai sorti mon téléphone, appuyé sur le bouton d'enregistrement de l'application dictaphone et l'ai tenu tout près de la fine fente du cadre de la porte. Je ne signerai rien, Richard. Quitte ma propriété immédiatement avant que j'appelle la police pour violation de domicile et harcèlement. Espèce de lâche égoïste et pathétique, hurla-t-il, frappant de la paume de la main une dernière fois contre la porte, faisant trembler le bois. J'ai un acheteur au comptant. Greg d'Apex Real Estate me décroche une offre d'achat demain matin. Si tu ne signes pas cette décharge, je la signerai à ta place. Je suis ton père. J'en ai l'autorité absolue. Tu me le redevable. Il est parti furieux, est remonté dans sa voiture et a démarré en trombe du parking, laissant des traces de pneus noirs sur le bitume. Il venait de me remettre exactement l'arme fatale dont j'avais besoin. Il avait nommé l'agent immobilier sur l'enregistrement et avait explicitement avoué son intention claire de commettre un faux en écriture sur un support légalement enregistré. J'ai envoyé le fichier audio directement à Marcus en quelques secondes. En moins d'1 heure, Marcus avait rédigé une mise en demeure cinglante et terrifiante, visant à la fois mon père et Greg, l'agent immobilier, les menaçant de poursuites civiles et pénales immédiates s'ils allaient de l'avant. Mais Marcus et moi nous sommes mis d'accord sur une stratégie hautement spécifique et dévastatrice. Nous n'allions pas simplement la leur envoyer discrètement par la poste et attendre. Nous allions laisser mon père marcher droit dans son propre piège élaboré.
par le biais d'un autre cousin qui détestait Béatrice, j'ai découvert que mon grand-père organisait un grand dîner de réunion de famille le week-end suivant dans une salle de réception haut de gamme louée pour l'occasion. Mon père s'était vanté sans cesse sur Facebook qu'il allait faire une annonce financière majeure lors de ce dîner. Il avait l'intention d'annoncer à toute la famille élargie qu'il vendait la propriété et achetait un luxueux appartement en bord de mer en Floride. Consolidant ainsi son faux récit d'immense réussite tout en continuant à me dépeindre comme le criminel instable qui les avait abandonnés dans le besoin. Je n'avais pas été invité au dîner. Tante Béatrice s'en était assurée. Mais je n'avais pas besoin d'invitation. J'ai passé les 3 jours suivants à préparer méticuleusement mon arsenal. J'ai imprimé l'acte de propriété certifié et tamponné par le comté, prouvant mon unique propriété légale du bien. J'ai imprimé les relevés bancaires prouvant que j'avais payé chaque facture pendant 4 ans, pour un total de plusieurs dizaines de milliers de dollars. J'ai imprimé l'email déséquilibré de Sylvia rejetant la faute sur mon père et mentionnant le divorce. Et Marcus m'a fourni les documents juridiques finaux et dévastateurs, notamment l'avertissement sévère pour fraude destiné à l'agent immobilier et un avis d'expulsion formel validé par le tribunal, accordant à Richard et Sylvia exactement 30 jours pour libérer ma propriété. J'ai placé chaque document dans des pochettes en plastique transparente à l'intérieur d'un classeur élégant et lourd en cuir noir. La tempête ne se profilait plus à l'horizon, elle était pleinement formée, un ouragan de catégorie 5, et elle était sur le point de toucher terre en plein milieu de leur dîner de famille faussement parfait. Je me suis regardé dans le grand miroir avant de quitter mon appartement. Je portais un costume sur mesure élégant et coûteux. Je me tenais droit, portant le lourd poids de la vérité absolue entre mes mains. Le garçon terrifié et obéissant qui nettoyait la cuisine inondée était bel et bien mort et enterré. À sa place se tenait un homme prêt à réduire un empire toxique en cendres. La salle de banquet que mon grand-père Harrison avait louée pour son 80e anniversaire était d'une extravagance inutile, presque agressive. C'était l'un de ces country clubs très exclusifs, emblématiques de la vieille bourgeoisie, niché au cœur des riches banlieues du nord du Michigan. Un endroit avec d'immenses plafonds voûtés, de lourds lustres en cristal qui semblaient coûter plus cher que ma voiture, et des serveurs en chemise blanche impeccable et nœuds papillons noirs qui circulaient silencieusement avec des plateaux d'argent garnis de champagne hors de prix. D'amuse-bouche. J'ai garé ma berline de 10 ans, usée par le temps et à fort kilométrage, tout au fond du parking faiblement éclairé, loin des rangées de Mercedes et de BMW. J'ai coupé le moteur et suis resté assis sur le siège conducteur pendant un très long moment, fixant simplement le volant, écoutant les cliquetis du moteur qui refroidissait. J'ai caressé le dos épais et froid en cuir noir du classeur posé sur le siège passager à côté de moi. Mon cœur battait avec une régularité déconcertante. Mes mains, posées calmement sur mes genoux, ne tremblaient pas d'une fraction de millimètre. L'anxiété étouffante et paralysante qui avait empoisonné toute mon enfance, la peur constante de déclencher les colères explosives de mon père, avait totalement disparu. Elles avaient été entièrement remplacées par une détermination froide, calculatrice et absolue. Je n'étais plus le garçon effrayé frottant le sol d'une cuisine inondée sous les hurlements. J'étais l'architecte de ma propre justice, et je tenais la vérité absolue entre mes mains. J'ai regardé ma montre, il était exactement 19h45. Le dîner devait battre son plein. Le timing devait être d'une perfection absolue pour obtenir un impact maximal. Je suis sorti de la voiture dans l'air nocturne glacial et mordant, j'ai boutonné la veste de mon costume anthracite sur mesure, j'ai calé le lourd classeur en cuir sous mon bras et j'ai marché vers la grande entrée lumineuse du country club. J'ai franchi les lourdes portes doubles en acajou ouvragées, adressé un signe de tête polie à l'hôtesse confuse près du pupitre, et je me suis glissé silencieusement au fond de l'immense salle à manger qui résonnait de conversations. La pièce était remplie d'au moins 60 membres de notre famille élargie. Des tantes, des oncles, des cousins au 2e degré et des parents éloignés venus de 3 États différents étaient tous là. C'étaient exactement les mêmes personnes qui chuchotaient secrètement sur mon prétendu comportement criminel depuis un mois. Ils étaient assis à ces grandes tables rondes magnifiquement décorées avec des centres de table floraux élaborés, mangeant de la côte de bœuf de premier choix. Buvant du vin importé haut de gamme et gobant totalement le récit tragique et monté de toutes pièces que mon père avait soigneusement tissé pour eux. Je me tenais dans l'obscurité près du vestiaire, totalement inaperçu, et j'observais simplement la table d'honneur située tout à l'avant de la pièce. Mon père, Richard, était assis juste à côté de mon grand-père. Richard portait un costume bleu marine flashy flambant neuf dont je savais pertinemment qu'il n'avait pas les moyens de se l'offrir sans maximiser une énième carte de crédit à taux d'intérêt élevé.
Ses cheveux étaient gominés vers l'arrière et il arborait ce large sourire charmeur et artificiel qu'il réservait toujours à son public. Sylvia était assise tout contre lui, vêtue d'une robe à paillettes excessivement voyante et scintillante, couverte de faux bijoux bon marché qu'elle essayait désespérément de faire passer pour de vrais diamants auprès de ses riches proches. Elle faisait tourner un grand verre de vin rouge foncé, riant bruyamment et de manière odieuse à une blague faite par quelqu'un à la table voisine. Julien, mon demi-frère, était assis au bout de la table, affalé et les yeux rivés sur l'écran de son smartphone, ignorant totalement l'ensemble de la réunion de famille, l'air complètement misérable. Pile au moment où les serveurs silencieux commençaient à débarrasser les assiettes du dîner pour faire place au dessert et au café, mon père s'est levé fièrement. Il a saisi son couteau à beurre en argent et l'a fait teinter contre son verre de vin en cristal. Le tintement aigu et perçant a résonné fortement dans l'immense pièce, coupant court au bavardage et obligeant chaque personne à se taire et à tourner toute son attention vers lui. Si je pouvais avoir l'attention de tout le monde juste un court instant, annonça Richard, sa voix résonnant avec cette fausse chaleur autoritaire qu'il utilisait toujours lorsqu'il voulait dominer une pièce. Tout d'abord, je tiens à souhaiter un très joyeux anniversaire du fond du cœur au patriarche de cette famille, mon merveilleux père, Harrison. Nous sommes tous incroyablement bénis d'être ici ce soir pour te célébrer, papa. Une salve d'applaudissements chaleureux et polis parcourut la salle. Mon grand-père hocha la tête, l'air profondément touché et fier. Mais Richard n'avait pas fini. Il n'en avait jamais fini tant que les projecteurs n'étaient pas entièrement braqués sur lui. Richard bomba le torse, posant une main affectueuse et totalement feinte sur l'épaule dénudée de Sylvia. Comme beaucoup d'entre vous dans cette salle le savent, ces dernières années ont été profondément difficiles pour notre branche de la famille. Depuis le décès de ma bien-aimée Elena, j'ai travaillé d'arrache-pied pour entretenir notre magnifique propriété familiale. J'ai donné mon sang, ma sueur et mes larmes pour maintenir cette famille à flot à travers d'incroyables difficultés financières inattendues, et pour faire face à certaines trahisons familiales déchirantes et malheureuses sur lesquelles nous n'avons absolument pas besoin de nous attarder ce soir. Il marqua une pause dramatique, baissant les yeux vers la nappe en lin blanc avec une tristesse feinte et répétée. Il faisait explicitement référence à moi sans jamais prononcer mon nom. Plusieurs membres de la famille, dont tante Béatrice, hochèrent la tête avec une pitié compatissante. Je pouvais voir ma cousine Stéphanie se pencher pour chuchoter quelque chose à son mari, racontant probablement les mensonges malveillants selon lesquels j'avais piraté ses comptes bancaires pour le laisser sans ressources. Mais, poursuivit Richard, sa voix s'élevant soudain triomphalement, remplissant la pièce d'une fausse bravoure et d'arrogance, le travail acharné, la résilience et la loyauté familiale inébranlable finissent toujours par payer. Sylvia et moi avons officiellement décidé de tourner la page de ce chapitre difficile de nos vies. Nous vendons la propriété familiale. Nous avons un acheteur au comptant extrêmement motivé et très intéressé, et nous prenons notre capital durement gagné pour laisser derrière nous les hivers brutaux et glaciaux du Michigan afin d'acheter une luxueuse propriété en bord de mer dans la Floride ensoleillée. La salle éclata en applaudissements nourris, en acclamations et en cris de joie. Sylvia afficha un sourire éclatant, levant son verre de vin très haut dans les airs comme si elle venait de remporter un prix prestigieux. Tante Béatrice applaudissait bruyamment, sifflant depuis sa table au premier rang. Mon grand-père souriait fièrement devant la prétendue immense réussite financière de son fils. C'était le moment parfait. Je suis sorti de l'ombre. J'ai descendu lentement, délibérément et d'un pas lourd l'allée centrale de la salle de réception. L'épaisse moquette étouffait le bruit de mes chaussures en cuir. Mais à mesure que je dépassais les premières tables rondes, les applaudissements commencèrent à faiblir de manière très perceptible. Une à une, les têtes se sont tournées. Des chuchotements ont commencé à parcourir la foule comme une onde de choc. Mon père était en plein sourire, savourant l'adulation générale. Lorsque ses yeux se sont enfin posés sur moi, marchant dans l'allée centrale, le sourire triomphant et arrogant sur son visage s'est effondré instantanément. Il a fondu pour laisser place à un regard de terreur pure et absolue. La couleur a quitté violemment son visage, laissant sa peau d'un gris translucide et maladif. Sa main s'est mise à trembler si violemment qu'il a lâché son verre de vin en cristal. Celui-ci s'est brisé avec fracas contre la table, répandant le vin rouge foncé sur la nappe d'un blanc immaculé comme une flaque de sang frais, éclaboussant lourdement la robe à paillettes de Sylvia. Mais personne dans toute la salle n'a même regardé le verre brisé. Chaque paire d'yeux dans cette salle de banquet était braqué directement sur moi. J'ai marché droit vers la table d'honneur. Je n'ai pas crié. Je n'ai pas hurlé. Je n'ai pas fait de crise. J'ai simplement posé le lourd classeur en cuir noir directement sur la table,
par-dessus le vin qui coulait. Tu ne vends rien du tout, Richard, ai-je dit. Ma voix était parfaitement égale, entièrement dénuée d'émotion, mais elle a résonné dans la pièce silencieuse avec une clarté absolue et terrifiante. Victor, qu'est-ce que tu fabriques ici, bon sang, s'indigna mon grand-père Harrison, se levant à moitié de sa chaise, le visage rougi par une colère et une confusion soudaine. Tu n'étais expressément pas invité à ce dîner après ce que tu as fait à ton père et à ta famille. N'as-tu donc aucune honte? J'ai regardé calmement mon grand-père, puis j'ai lentement tourné mon regard vers l'homme terrifié et tremblant qui m'avait tourmenté pendant des années. Qu'est-ce que je lui ai fait exactement, grand-père? Ai-je vidé violemment ses comptes bancaires? Lui ai-je volé sa maison dans son dos? L'ai-je laissé geler dans le noir par pure et simple méchanceté? Oui, s'écria soudain tante Béatrice depuis l'assemblée, se levant agressivement de sa table pour défendre férocement son frère. Tu es un criminel, Victor. Tu devrais avoir honte de venir ici gâcher l'anniversaire spécial de ton grand-père. Je n'ai même pas regardé Béatrice. J'ai ouvert calmement le lourd classeur noir. J'ai sorti le premier document, parfaitement protégé dans sa pochette en plastique transparent, et je l'ai fait glisser sur la nappe mouillée directement vers mon grand-père. C'est l'acte de propriété officiel, tamponné par le comté et juridiquement contraignant, grand-père, dis-je d'une voix forte, articulant chaque syllabe pour que chaque parent dans les 3 premiers rangs puisse m'entendre distinctement. S'il te plaît, fais-moi une faveur, lis le nom de l'unique propriétaire légal à voix haute pour que toute la famille l'entende. Harrison fronça profondément les sourcils, totalement déconcerté. Il ajusta ses lunettes de lecture à monture dorée sur son nez, ses vieilles mains tremblant légèrement alors qu'il ramassait le lourd document juridique. Il fixa le papier. Il cligna des yeux avec force, baissa ses lunettes sur le bout de son nez et regarda mon père, qui transpirait maintenant abondamment, la mâchoire si serrée que je crus que ses dents allaient voler en éclats. Il est écrit Victor, murmura Harrison dans le micro posé sur la table, la voix pleine d'un choc profond, de confusion et d'une horreur grandissante. Il est écrit que la propriété légale exclusive a été officiellement transférée à Victor il y a 4 ans, en parfaite exécution des dernières volontés et du testament d'Helena. Le silence dans l'immense salle de banquet devint si lourd, si incroyablement dense, qu'il semblait étouffant. On pouvait littéralement entendre le bourdonnement des bouches de climatisation et la respiration courte des invités. C'est un faux grossier, hurla soudain Sylvia d'une voix stridente et désespérée, se levant si vite que sa lourde chaise en bois bascula en arrière et s'écrasa sur le sol. Il a falsifié ça. Il a piraté les ordinateurs du comté. C'est un gars de la cybersécurité, il sait comment fabriquer de faux documents. Richard, fais quelque chose. Appelle la police immédiatement. Je l'ai totalement ignorée, elle n'était qu'un bruit parasite pitoyable. J'ai plongé la main dans le classeur, j'ai sorti l'épaisse pile de relevés bancaires imprimés de 5 cm d'épaisseur et je l'ai abattu sur la table en bois avec un bruit sourd. Voici mes relevés bancaires personnels et vérifiés de ces 4 dernières années éprouvantes, annonçai-je, projetant ma voix jusqu'au fond de la salle. J'ai méticuleusement surligné chaque paiement de taxes foncières. Chaque facture d'eau, chaque facture d'électricité, chaque facture de gaz, et chaque livraison exorbitante d'épicerie qui vous a permis de rester en vie tous les deux pendant que vous restiez assis sur le canapé à vous plaindre. Plus de 60 000 $ issus de mon salaire durement gagné, entièrement siphonné pour subventionner votre train de vie luxueux et factice, pendant que mon propre fonds d'études était volé par cet homme. Ferme ta sale gueule, explosa enfin Richard, la panique pure prenant le pas sur toute logique. Il s'est jeté en avant à travers la table, tentant violemment d'attraper le classeur et les papiers, renversant une assiette de nourriture. J'ai facilement reculé hors de sa portée. J'ai sorti mon smartphone de la poche de mon costume sur mesure. Il y a 2 jours, Richard est venu agressivement à mon appartement. Il a frappé violemment à ma porte et a exigé que je signe un acte de renonciation frauduleux afin qu'il puisse vendre illégalement une maison qui ne lui appartient pas à un acheteur au comptant nommé Greg de l'agence Apex Real Estate. Lorsque j'ai refusé de participer à son délit, il a formulé une menace très précise qui a été enregistrée. Je veux que toute la famille entende exactement quel genre d'homme est réellement Richard derrière les portes closes. J'ai appuyé sur lecture sur le fichier audio, tenant le haut-parleur du téléphone directement contre le micro de la table. La voix enregistrée, furieuse et agressive de mon père a retenti fortement dans les haut-parleurs de l'immense salle de banquet, ricochant sur les lustres en cristal. J'ai un acheteur au comptant. Si tu ne signes pas cette décharge, je la signerai à ta place. Je suis ton père.
J'en ai l'autorité absolue. Tu me le redevable. Toute la salle poussa un hoquet de stupeur collectif. C'était le bruit de 60 personnes voyant leur perception entière de la réalité voler en éclats simultanément. Béatrice plaqua ses deux mains sur sa bouche, tituba en arrière et s'effondra lourdement sur sa chaise. Mon grand-père baissa lentement l'acte de propriété, regardant Richard avec un dégoût et une horreur si profonds que je n'avais jamais vu une telle expression sur un visage humain. Cet enregistrement audio constitue un aveu direct d'intention de commettre une fraude immobilière et un faux en écriture relevant du crime fédéral, déclarai-je, glissant doucement mon téléphone dans ma poche. J'ai regardé directement dans les yeux affolés et fuyants de Richard, le roi était totalement nu. Mon avocat, Marcus, a déjà déposé une mise en demeure officielle auprès de la commission immobilière de l'État contre toi et ton agent véreux. Le bureau du procureur recevra une copie certifiée conforme de cet enregistrement dès lundi matin dans le cadre des poursuites. Richard ouvrit la bouche, mais aucun son n'en sortit, il était totalement et complètement paralysé par la vérité. De plus, dis-je en me penchant légèrement, ma voix tombant en un murmure mortel et calme que le micro sensible captait toujours parfaitement, le dernier document de ce classeur est un avis d'expulsion de 30 jours, approuvé par le tribunal et légalement exécutoire. Vous avez exactement un mois pour sortir vos ordures de ma maison, faute de quoi le shérif du comté vous jettera physiquement, toi et ta fausse femme, sur la pelouse. Je n'ai pas attendu sa réponse. Je n'avais pas besoin d'entendre ses excuses pitoyables, ses hurlements inévitables ou ses supplications désespérées et manipulatrices. J'avais largué la vérité absolue comme une bombe nucléaire en plein centre de son univers préfabriqué et factice, et j'allais le laisser brûler dans les retombées radioactives. J'ai tourné le dos à la table d'honneur et suis reparti lentement, avec assurance, le long de l'allée centrale. Personne n'a essayé de m'arrêter. Personne n'a crié. Béatrice n'a pas dit un seul mot. Toute la famille est restée là, pétrifiée dans un silence de stupeur absolue, alors que la grande illusion de Richard le protecteur se brisait en 1 million de morceaux irréparables. Faisons une petite pause. Merci d'être resté avec moi jusqu'ici. Vous êtes vraiment formidable. S'il vous plaît, aidez-moi en aimant la vidéo et en écrivant le chiffre 1 dans les commentaires ci-dessous pour que je sache que vous avez été là avec moi jusqu'à ce moment précis. Cela aide non seulement un plus grand nombre de personnes à découvrir cette histoire, mais cela me permet aussi de savoir que mes expériences comptent pour quelqu'un. Votre soutien est ma plus grande motivation pour continuer à partager la suite de cette aventure. Les retombées immédiates de la confrontation lors du dîner d'anniversaire furent rapides, brutales et incroyablement gratifiantes. Le silence de stupeur absolue qui m'avait accompagné jusqu'à la sortie du country club n'a pas duré très longtemps. Au moment où j'atteignais ma voiture sur le parking sombre et gelé, je pouvais déjà entendre les bruits étouffés et chaotiques de cris agressifs, de hurlements et de verres brisés venant de l'intérieur de la salle de réception. La famille était en train de le mettre en pièces. Je suis rentré dans mon appartement calme, paisible et remarquablement sécurisé, je me suis versé un verre de bon bourbon et j'ai dormi pendant 10 heures d'affilée sans me réveiller une seule fois. Ce fut le meilleur sommeil que j'avais connu en 10 ans. Le coup près juridique est tombé officiellement et impitoyablement dès le lundi matin. Marcus, mon avocat, n'a pas perdu une seule seconde. À 8 heures précises, un huissier de justice en uniforme et intraitable a remonté l'allée en béton fissuré de ma propriété et a remis en main propre à Richard l'avis d'expulsion officiel de 30 jours, juridiquement contraignant. D'après mes anciens voisins, qui étaient plus que ravis de m'envoyer des nouvelles en temps réel par SMS après avoir dû supporter le groupe électrogène assourdissant de Richard pendant des semaines, mon père a complètement perdu la tête sur le porche. Il s'est tenu sur la pelouse dans son peignoir sale, hurlant agressivement sur l'huissier, exigeant de parler à un responsable comme si le système judiciaire du comté était un magasin de détail. Dans un accès de délire et de panique totale, il a même sorti son téléphone, composé le 911 et exigé que la police locale vienne arrêter l'huissier pour violation de propriété privée. 2 voitures de patrouille sont arrivées en moins de 10 minutes, sirènes hurlantes. Les agents, l'air très agacés, ont examiné les documents d'expulsion présentés par l'huissier. Ils ont consulté les registres des taxes foncières du comté sur leur terminal embarqué directement dans l'allée et ont immédiatement vérifié que moi, Victor, était l'unique propriétaire légal du bien. Ils ont informé mon père, poliment mais avec une fermeté absolue, qu'il s'agissait d'une affaire strictement civile, qu'il était légalement qualifié d'occupant hostile et sans droit, et que s'il ne quittait pas entièrement les lieux dans exactement 30 jours, il reviendrait volontiers avec une ordonnance du tribunal pour procéder à une expulsion physique, changer les serrures et l'arrêter pour intrusion criminelle.
La réalité terrifiante de sa situation l'a finalement anéanti à cet instant précis. Mais la trahison la plus douloureuse ne vint ni de moi ni de la police, elle vint directement de Sylvia. Sylvia était une créature guidée uniquement par l'intérêt, la vanité et le luxe. Elle n'avait épousé mon père que parce qu'il projetait avec assurance l'image d'un veuf stable de la classe moyenne supérieure, possédant une belle maison entièrement payée et un compte de retraite bien garni. Dès la seconde où elle a réalisé que la maison m'appartenait entièrement, que les comptes bancaires joints étaient totalement vidés, que mon père risquait des poursuites fédérales pour fraude pouvant entraîner une peine de prison ferme, sa loyauté farouche s'est volatilisée dans la nature. 3 jours seulement après la notification officielle de l'avis d'expulsion, une dispute d'une violence inouïe a éclaté dans la maison. Les voisins ont entendu à travers les murs les hurlements, les bruits d'objets jetés et les portes qui claquaient. Sylvia a emballé chaque vêtement de créateur, ses bijoux coûteux et ses cosmétiques haut de gamme dans des sacs en cuir de valeur. Elle a entassé tout ce qu'elle pouvait dans le coffre et sur la banquette arrière de son Porsche Macan argenté. Elle n'a même pas pris la peine d'emporter les affaires de Julien. Elle a abandonné son propre fils adolescent dans la maison sombre et froide, sachant pertinemment qu'il serait un lourd fardeau financier pour son nouveau train de vie. Elle est simplement montée dans sa voiture de luxe, a fait rugir le moteur et est partie. Elle est allée s'installer chez sa riche sœur, à 2 États de là, dans l'Illinois, abandonnant complètement mon père sur son navire en flammes et en train de couler, sans un seul regard en arrière. Ma tante Béatrice, réalisant son immense erreur de calcul et la destruction totale de la réputation de Richard, a tenté de m'appeler une 12aine de fois cette semaine-là. J'ai laissé chaque appel basculer directement sur la messagerie vocale. Finalement, elle m'a envoyé un long message pathétique et suppliant qui occupait tout l'écran de mon téléphone. Elle écrivait qu'elle avait toujours secrètement soupçonné Richard de mentir à la famille, qu'elle essayait juste de maintenir la paix en tant que bonne chrétienne. Et qu'elle voulait désespérément m'inviter dans un restaurant chic pour me présenter ses excuses les plus sincères d'avoir pris son parti. Elle essayait désespérément de réécrire l'histoire pour s'assurer d'être du côté gagnant et financièrement stable de la dynamique familiale. J'ai répondu par une seule phrase simple et dévastatrice, « Tu as choisi ton camp, Béatrice, assume-le ». J'ai bloqué son numéro définitivement. Établir des limites inébranlables signifiait éliminer les complices toxiques avec autant d'intransigeance et de fermeté que les agresseurs principaux. Les 30 jours suivants furent une course frénétique, humiliante et pathétique pour mon père. Sans mon salaire pour financer sa vie et sans le revenu à temps partiel de Sylvia pour acheter à manger, il n'avait absolument rien. Il a tenté de demander des prêts personnels d'urgence auprès des banques locales, mais sa cote de crédit était totalement ruinée par des années d'impayés avant que je ne prenne les finances en main. L'alerte de fraude à son nom n'a rien arrangé non plus. Il a tenté de demander avec insistance un prêt important à mon grand-père pour trouver un nouvel appartement, mais Harrison lui a purement et simplement claqué la porte au nez, profondément dégoûté par l'ampleur des mensonges malveillants que Richard avait proférés lors du dîner d'anniversaire. Le 30e jour exact, date limite absolue de l'expulsion, je suis passé en voiture devant ma propriété. Je me suis garé plus bas dans la rue, caché sous l'ombre d'un grand chêne, et j'ai regardé à travers mon pare-brise. Il n'y avait pas de déménageur professionnel. Il n'y avait pas d'amis fidèles pour l'aider à faire ses cartons. Il n'y avait que Richard, tout seul. Il paraissait 10 ans de plus. Son visage était couvert d'une épaisse barbe grise mal rasée, ses épaules étaient lourdement affaissées, et il traînait des sacs poubelles noirs bon marché remplis du reste de ses vêtements le long de l'allée. Il les jetait sans ménagement à l'arrière d'un petit camion U-Haul de location cabossé. La Porsche n'était plus là. L'arrogance avait totalement disparu. C'était un homme brisé, vaincu et isolé, complètement dépouillé de ce pouvoir et de cette autorité imméritée qu'il avait violemment exercée sur moi durant toute mon existence. Il est parti dans ce camion brinque-ballant juste avant le coucher du soleil, laissant l'allée vide et silencieuse. J'ai appris plus tard par un cousin éloigné qu'il ne pouvait même pas payer la caution de base d'un modeste 2 pièces dans un quartier malfamé. Il a fini par garer le U-Haul sur le parking d'un Walmart ouvert 24h24, dormant sur un matelas taché et bosselé dans le froid à l'arrière du camion pendant des semaines, se lavant le visage dans les toilettes publiques. Le roi souverain et intouchable du foyer avait été réduit à néant absolu et détruit par cette même réalité dure et impitoyable qu'il m'avait ordonné avec mépris d'aller affronter. 6 mois ont passé. L'hiver brutal et impitoyable du Michigan a lentement fondu, laissant place à un printemps radieux, incroyablement lumineux et chaleureux. Ces 6 mois ont été la période la plus profondément transformatrice et réparatrice de toute mon existence. Ma carrière a décollé de manière spectaculaire. Sans l'épuisement mental quotidien causé par les crises permanentes de mon père,
sans la peur constante de rentrer dans une zone de guerre, mon esprit était vif, clair et intensément concentré. Mon patron, un cadre exigeant mais équitable, a remarqué ce changement radical de performance. J'ai été promu à nouveau, passant rapidement d'architecte senior à chef de projet principal supervisant toute la division régionale de cybersécurité. L'augmentation salariale fut substantielle, me propulsant dans une tranche d'imposition que je n'aurais jamais pensé atteindre. Mais plus important encore, le respect sincère et profond que j'ai gagné auprès de mes pairs m'a procuré une immense satisfaction. Je me suis acheté de nouveaux vêtements, j'ai commencé à manger sainement. J'étais enfin en train de vivre, et plus seulement de survivre. Mais mon projet le plus gratifiant et le plus important ne se trouvait pas au bureau, c'était la maison. J'ai officiellement réemménagé dans la maison de ma mère début avril, une fois la poussière juridique totalement retombée. L'état dans lequel Richard et Sylvia l'avaient laissé était absolument répugnant et une manifestation physique de leurs esprits toxiques et chaotiques. Les moquettes étaient profondément tachées de vin renversé, de terre incrustée et d'urine de chien. Les murs étaient éraflés et troués par des coups de poing, et les meubles en miroir bon marché que Sylvia avait achetés avaient été laissés sur place, brisés, fracassés et inutilisables. Mais je n'ai pas engagé une grosse équipe coûteuse pour la remettre en état, j'avais besoin de le faire moi-même. C'était une thérapie physique nécessaire. Chaque week-end, j'enfilais de grosses bottes de travail, des gants en cuir épais et un masque anti-poussière. J'ai arraché personnellement le linoléum souillé et détruit de la cuisine, le mettant à nu jusqu'au sous-plancher avec un pied de biche pour révéler le magnifique parquet en chêne d'origine en dessous, que ma mère aimait tant. J'ai pris une lourde masse pour détruire les meubles miroirs criards que Sylvia avait installés, les pulvérisant en milliers de morceaux très satisfaisants et transportant les lourds débris à la décharge locale dans une remorque louée. J'ai passé des heures à quatre pattes à poncer les planchers, à peindre les murs d'un blanc chaud, lumineux et accueillant, et à récurer l'odeur persistante et dégoûtante de bière éventée, de parfums bon marché et de disputes toxiques. J'extirpais physiquement et agressivement leur influence sombre et pesante de la structure même de la maison, pour reconquérir le sanctuaire sécurisé que ma mère avait si ardemment voulu pour moi. Un samedi après-midi de la fin mai, alors que j'étais à genoux en train d'appliquer une nouvelle couche brillante de polyuréthane sur le sol du salon, respirant l'odeur forte du vernis, j'ai entendu frapper à la porte d'entrée de façon hésitante et incroyablement douce. J'ai soigneusement essuyé la sueur de mon front avec le revers de mon bras, j'ai marché lentement vers le hall d'entrée et j'ai ouvert la lourde porte. Debout sur le porche, les yeux baissés sur ses baskets usées, se tenait Julien. Je n'avais pas revu mon demi-frère depuis la nuit où j'étais parti avec mon sac de voyage. Il était totalement méconnaissable. L'adolescent arrogant, imbu de lui-même et bruyant qui mettait la musique à fond, réclamait des baskets hors de prix et me traitait comme un serviteur avait complètement disparu. Il portait un sweat à capuche gris délavé et trop grand, et un jean élimé et déchiré. Il avait l'air profondément épuisé, mal nourri et bien plus vieux que ses 19 ans. « Salut, Victor », dit Julien d'une voix timide, tremblante, totalement dépourvue de sa vantardise détestable habituelle. « Est-ce que je peux entrer ? Je sais que je ne devrais absolument pas être là, et je sais que tu me détestes probablement, mais je ne savais pas où aller d'autre. » J'ai hésité une fraction de seconde, mes anciens réflexes d'autodéfense se réveillant instinctivement dans ma poitrine. Mais en regardant sa posture abattue et vaincue, j'ai vu exactement ce que j'avais moi-même vu dans le miroir de la salle de bain pendant des années, j'ai vu un gamin complètement brisé et abandonné par les adultes toxiques qui étaient censés le protéger et l'élever. Je me suis écarté, ouvrant la porte plus grand, et lui ai fait signe d'entrer. Je lui ai tendu une bouteille d'eau fraîche sortie du réfrigérateur nouvellement remplie, et nous nous sommes assis sur la terrasse arrière donnant sur la pelouse haute mais paisible. Sylvia m'a mis à la porte, lâcha Julien, fixant intensément la bouteille d'eau en plastique dans ses mains, les articulations blanches. Il ne pouvait même plus se résoudre à l'appeler « maman ». Quand elle a laissé papa dans le noir, elle m'a emmené avec elle chez tante Linda dans l'Illinois. Mais dès que j'ai eu 18 ans le mois dernier et que j'ai obtenu mon diplôme de fin d'études secondaires, l'État a cessé de traiter les demandes de pension alimentaire qu'elle essayait d'imposer légalement à papa. Elle a compris qu'elle ne pouvait plus utiliser légalement mon existence pour soutirer de l'argent. Alors, elle m'a dit que je devais commencer à lui payer $1000 par mois de loyer ou dégager dans la rue. J'ai secoué la tête, ressentant une vague profonde et écœurante de dégoût pour cette femme, mais absolument aucune surprise, c'était un parasite en quête d'un nouvel hôte. Où est Richard ? Il vit dans un parc de mobile homes délabré et incroyablement déprimant à 2 heures au sud d'ici, dit Julien, la voix se brisant légèrement en retenant ses larmes.
Julien a enfin levé les yeux vers moi, le regard rougi par des larmes de détresse et de colère. L'enfant chéri par excellence avait finalement été dépouillé de son vernis doré, et il découvrait exactement le même père narcissique, brutal et impitoyable que j'avais dû supporter durant toute ma jeunesse. « Victor, je te demande pardon, » dit Julien, les larmes coulant enfin sur ses joues pâles. « Je suis tellement désolé pour la façon dont je t'ai traité pendant toutes ces années. Je pensais juste que tu étais le grand frère grincheux et méchant qui nous détestait sans raison. Sylvia et papa me répétaient constamment que tu étais incroyablement avare, que tu gardais un salaire énorme pour toi tout seul pendant que nous avions du mal à joindre les deux bouts. Je ne savais pas que tu étais le seul à payer pour garder les lumières allumées. Je ne savais pas que tu me protégeais en me cachant à quel point nous étions fauchés. J'étais un gamin gâté et aveugle, et je te demande sincèrement pardon d'avoir profité de toi. » Je l'ai regardé. La colère profonde et pesante que j'avais entretenue envers Julien pendant des années pour sa vie facile, pour l'amour et l'attention que je n'avais jamais reçus, pour les voitures et les vêtements s'est tout simplement évaporée dans la brise tiède du printemps. Il avait été victime de leur manipulation psychologique intense, n'étant que l'autre face d'une même pièce de monnaie. Ils avaient faussé sa perception de la réalité et brisé son autonomie tout aussi gravement qu'ils avaient tenté de détruire mon estime de moi. « Tu étais un enfant, Julien, » dis-je doucement, me penchant en avant et posant mes coudes sur mes genoux. « Tu as été totalement manipulé par deux personnes profondément égoïstes et détruites. Je ne t'en veux pas d'avoir essayé de survivre dans l'environnement qu'ils ont bâti. Tu as joué le rôle qu'ils t'avaient assigné. Je ne lui ai pas immédiatement offert une chambre permanente dans la maison, les limites infranchissables devaient toujours être respectées, et il avait désespérément besoin d'apprendre à se tenir debout sur ses deux jambes dans le monde réel. Mais je lui ai tendu une véritable bouée de sauvetage. Je ne peux pas te laisser vivre ici à plein temps, lui ai-je dit honnêtement, en le regardant droit dans les yeux. Mais il y a un poste d'assistance technique d'entrée de gamme disponible dans mon entreprise de cybersécurité. Le salaire est décent et honnête, et cela comprend une couverture santé complète. Si tu es prêt à baisser la tête, à apprendre les ficelles du métier et à travailler dur, je te recommanderai personnellement auprès du responsable des recrutements pour un entretien. Tu pourras dormir sur le canapé de mon salon pendant exactement un mois, le temps d'économiser tes premiers salaires pour payer la caution de ton propre appartement. Julien m'a regardé comme si je venais de lui tendre un billet de loterie gagnant. Il a hoché la tête vigoureusement, désespérément, essuyant ses yeux avec la manche élimée de son sweat à capuche. « Je travaillerai plus dur que n'importe qui dans tout ce bâtiment, Victor. Je te le jure sur ma vie, je ne te décevrai pas. Merci. » Il a emménagé dès le lendemain et, fidèle à sa parole, il a changé du tout au tout. Le sentiment de supériorité toxique avait été violemment chassé par la réalité. Il m'a aidé à rénover la maison chaque soir après le travail sans jamais se plaindre une seule fois. Nous avons peint les murs ensemble. Nous avons réparé la plomberie défectueuse ensemble. Et lentement, prudemment, nous avons bâti une véritable relation fraternelle, une fraternité fondée sur la vérité absolue, les épreuves partagées et le respect mutuel, et non sur la manipulation. Le cercle vicieux du traumatisme intergénérationnel avait enfin été brisé pour toujours. C'est une soirée d'automne calme, fraîche et incroyablement paisible de la fin octobre. La maison est entièrement et magnifiquement restaurée. Les parquets en chêne d'origine brillent parfaitement sous l'éclairage doux, chaleureux et ambré des nouveaux luminaires que j'ai installés. La cuisine, cet endroit précis où toute cette guerre brutale a officiellement commencé avec un sol inondé et un père violent qui hurlait est désormais un bel espace moderne empli de l'odeur réconfortante de l'ail qui dort, des herbes fraîches et du café qui coule. Ce n'est plus un champ de bataille sombre d'anxiété et de peur, c'est un foyer. Je suis sorti sur la grande terrasse du jardin, portant un lourd carton scellé avec du ruban adhésif. L'air du soir était frais, chargé du parfum nostalgique et boisé des feuilles mortes et des aiguilles de pin. J'ai marché jusqu'au grand brasero en pierre que j'avais patiemment construit de mes mains au cours des longs week-ends chauds de l'été. J'ai craqué une longue allumette en bois contre une pierre et l'ai jetée dans le tas de petits bois de chêne sec, observant les flammes orange vives prendre vie avidement et se mettre à danser dans l'obscurité grandissante. J'ai pris un cutter bien aiguisé, tranché le ruban adhésif et ouvert le lourd carton. À l'intérieur se trouvaient des centaines et des centaines de feuilles de papier, les vestiges physiques et tangibles de mes 4 années d'esclavage financier absolu et d'abus émotionnels. Chaque facture d'eau et d'électricité en retard que j'avais réglée, chaque avis de taxe foncière tamponné à l'encre rouge agressive que j'avais payé pour leur éviter la saisie. Chaque lettre de menace passive agressive et juridiquement aberrante que mon père avait tenté de m'envoyer après son expulsion légale.
J'ai pris une énorme poignée de ces papiers. J'ai regardé l'écriture dure et saccadée de Richard sur l'une des enveloppes, réclamant de l'argent qu'il estimait lui être dû. Je n'ai absolument rien ressenti, ni colère, ni tristesse, ni culpabilité résiduelle, ni peur, seulement une paix profonde, impénétrable et magnifique. J'ai jeté cette grosse poignée de papier directement au centre du feu crépitant. Les flammes les ont immédiatement dévorés, enroulant les bords du papier, transformant cette histoire toxique en cendres fragiles et incandescentes qui s'élevaient dans le ciel sombre et étoilé du Michigan. Je suis resté là pendant un très long moment, alimentant méthodiquement le feu poignée par poignée jusqu'à ce que le grand carton soit entièrement vide. Le fardeau lourd et étouffant que je portais sur mes épaules depuis l'âge de 18 ans était enfin et définitivement réduit en simple fumée. Je me suis assis dans un fauteuil adirondaque en bois près du feu et j'ai pensé à ma mère, Elena. J'ai pensé à son immense force silencieuse, qui avait méticuleusement sécurisé mon avenir dans le dos de mon père, sachant exactement quel genre de monstre il deviendrait lorsqu'elle ne serait plus là. Elle savait que j'aurais viscéralement besoin d'une forteresse, et elle m'en a donné les clés légales. Je n'ai pas seulement survécu à la terrible tempête dont elle m'avait averti dans sa lettre, j'ai pris le contrôle absolu de la météo. J'ai protégé son héritage. J'ai protégé mon propre avenir. Et j'ai même réussi à extraire Julian de l'épave en flammes avant qu'il ne sombre avec eux. Je me suis levé, j'ai brossé la cendre sur mon jean et je suis retourné dans la chaleur de ma belle et paisible maison. J'ai verrouillé la lourde porte en chêne derrière moi, enclenchant le pêne dormant avec un clic satisfaisant, et j'ai éteint la lumière du porche. Le cauchemar était officiellement terminé. Le domaine était sécurisé, et le reste de ma vie m'appartenait enfin pour l'écrire selon mes propres termes, avec mon propre argent, dans ma propre paix. Merci infiniment d'avoir écouté mon histoire. S'il y a une chose cruciale et salvatrice que je veux que vous reteniez de ce long parcours, c'est celle-ci: la famille est incroyablement importante, mais la biologie ne donne à absolument personne le droit de vous utiliser comme un outil financier ou un punching ball émotionnel. Poser une limite infranchissable n'est pas un acte de cruauté, c'est l'acte de respect de soi le plus profond et le plus nécessaire que vous puissiez accomplir. Parfois, la chose la plus aimante que vous puissiez faire pour vous-même est de vous éloigner, légalement et émotionnellement, des personnes qui refusent catégoriquement de reconnaître votre valeur. Avez-vous déjà vécu une situation similaire avec votre propre famille? Avez-vous déjà dû couper les ponts avec une personne toxique pour sauver votre propre vie? Partagez votre histoire dans les commentaires ci-dessous.